Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un exercice dans les onduleurs. On rappelle que les onduleurs sont des convertisseurs statiques qui convertissent une tension continue en une tension alternative. On a par exemple ce schéma-là. En entrée, on a le E qui est constante et on récupère à la sortie une tension UC qui fait ceci. C'est bien une tension alternative. Alors, on va lire l'énoncé. Un moteur asynchrone monophasé. Ici, la charge, c'est le moteur asynchrone triphasé. Il est alimenté, monophasé dans ce cas, il est alimenté par un ondulaire dont le schéma est donné sur ce document. Les commandes des interrupteurs ne sont pas représentés. Les éléments de l'onduleur, ça veut dire les interrupteurs, les HI et les diodes DI, sont supposés parfaits et la tension E est réglable. Alors, pour une certaine valeur de paramètre tau, de ce paramètre tau, la tension périodique UC de T appliquée à la charge prend la forme représentée sur ce document réponse numéro 1. Le paramètre tau est réglable par la commande des interrupteurs. La première question, donnez l'expression littérale de la puissance instantanée mise en jeu dans la charge. Alors, la charge elle est parcourue par le courant IC et la tension à bon, c'est UC. On sait que la puissance P de T, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, ce IC de T fois IC de T. Il demande seulement l'expression latérale, donc c'est bien ça. Ensuite, de compléter le tableau du document réponse numéro 1 en indiquant sur une période le signe de la puissance. On va indiquer le signe de la puissance, les éléments passants et la nature de la phase. A, ça veut dire alimentation. R, ça veut dire récupération. RL, ça veut dire roue libre. D'accord? Alors, puisqu'il s'agit du signe de puissance, donc ça va être soit positif, soit négatif, soit non nul. Donc, soit nul. Donc, je vais tracer les points critiques là où soit la tension ou bien le courant change de signe. Par exemple, ici, la tension était nulle, mais elle est devenue positive. Donc, on aura un changement. Là, le courant était positif et négatif et il devient positif aussi. Jusqu'ici, la tension était positive et elle devient nulle. Et je vais continuer à tracer car c'est clair. Donc, j'aurai ça, tout simplement. Donc, là, j'ai UC qui est nul et le courant négatif, donc 0 fois quelque chose de négatif, c'est 0. Donc, c'est le signe de la puissance. Je vais commencer par les signes, puis les éléments passants. Là, j'ai le courant négatif, la tension positive, donc le produit, c'est négatif. Là, le courant positif, tension positive, donc puissance positive. Courant positif, tension nulle, puissance nulle. Courant positif, tension négative, puissance négative. Courant négatif, tension négative, puissance positive. Maintenant, les éléments passants. Et là, vous devez vous concentrer très très bien. Pourquoi? Parce que les éléments passants, on a dit que dans chaque... là, c'est équivalent à dire comme si on a... Ça, c'est un seul composant. Mais selon le courant, soit la diode qui est passante, soit le H1 qui est passant. Ça veut dire, lorsque je dis H1 est passant, je ne désire pas seulement ce composant, mais cet ensemble. Donc, ça veut dire soit la diode, soit notre interrupteur. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais voir dans cette période, qu'est-ce qu'ont les éléments qui sont passants. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, je vais voir le courant
est-ce qu'il est positif ou négatif? Ces deux éléments vont me permettre de savoir quels sont les éléments qui sont passants. Est-ce que ce sont les diodes ou bien... Si par exemple H1 c'est l'ensemble, donc je peux noter là c'est D1 pour ne pas avoir des confusions, et ça c'est T1, D2 et ça c'est T2, et, et D3 et ça c'est T3, et D4 et ça c'est T4. D'accord? Alors, le H1 avec le H2. Vous pouvez remarquer que le H1 c'est cet ensemble, le H2 c'est cet ensemble. Et de plus, on a le courant qui est négatif. Donc, puisque le courant négatif, il ne sera pas dans ce sens, mais dans le sens opposé. Alors, puisqu'il est dans le sens opposé, on va traiter chacun des deux ensembles à part. Le courant est dans ce sens. Donc, il ne peut pas traverser le T1, mais il va traverser le D1. Donc, dans l'ensemble H1, c'est D1 qui est passante. C'est le premier élément. Il va passer par D1 et maintenant on va voir l'ensemble H2. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici on a H1 avec H2. Dans l'ensemble H2, il ne peut pas passer par la diode, mais il va passer par le transistor. Donc c'est T2. D1 et T2. D'accord? On va raisonner de même ici, sauf que ici c'est plus H1 avec H2, mais H1 avec H3. Donc on va voir cet ensemble avec cet ensemble, en faisant toujours attention au courant. Le courant est toujours négatif. Donc, le sens, il est toujours de droite vers la gauche. On a dit cet ensemble avec cet ensemble. Alors, là, il va passer la diode. Continuons par ici. Arrivé là, le courant ne peut passer que par cette diode. Il ne peut pas passer par le transistor. D'accord? Donc, le courant, on a dit, il va passer par D1, il va continuer et passer par D3. D'accord? Alors, D1 avec D3. Arrivé là, on a toujours H1 avec H3, sauf que le courant, il est positif. Donc, le sens, c'est ce sens-là, de gauche vers la droite. S'il est dans ce sens, on va traiter ce bloc avec ce bloc. Le courant va passer par le transistor T3, il va revenir, arriver là. Il ne peut pas passer par cette diode, donc il va passer par T1. Donc, les deux éléments passants sont T1 et T3. Ici, on a H3 avec H4. Alors, c'est cet ensemble H3 avec H4. Le courant étant toujours positif, donc et on va garder ce sens. Donc, il va passer par le transistor T3. Arrivé là, il va passer par la diode D4. Donc, T3 et D4. T3 et D4. Dans cette partie, on a l'élément H2 et H4 qui sont passants et le courant il est toujours positif. Donc H2 et H4, ces deux éléments. Le courant il est positif, donc il va passer par la diode D2, faire ce trajet et revenir par la diode D4. Donc c'est D2 avec D4. Là, on a toujours H4 avec H2, mais le courant il est négatif. Donc on va changer le sens et on a toujours l'ensemble H2 avec H4. Donc si le courant est dans l'autre sens, il ne peut pas parvenir passer par la diode, mais il va passer par le transistor et aussi le transistor. Donc T2, T4. Les éléments passants sont T2, T4. Maintenant, pour la nature, c'est simple. Lorsque la puissance elle est positive, donc c'est l'alimentation de la charge. Alors là, c'est alimentation, alimentation. Normalement, lorsqu'elle est négative, et vous pouvez remarquer que ce sont les diodes qui sont passants, par exemple D1 et D3.
D1 et D3, ou bien D2 et D4, c'est le rôle de récupération lorsque la puissance est négative. Et le cas restant lorsqu'on a la puissance nulle, donc c'est un roue libre. C'est une roue libre. Roue libre. Roue libre. Donc, c'est simple. Il suffit de comprendre, de faire attention au courant s'il est positif et négatif et de savoir quels sont les éléments qui conduisent. Et le fait de dire que H conduit ne veut pas dire que cet élément conduit, mais l'ensemble conduit. Et là, il faut faire attention. Et pourquoi on ajoute cette diode? C'est parce que le courant est réversible. Si par exemple on ne l'ajoute pas lorsque le courant est négatif, on n'aura pas un fonctionnement. On ne peut pas passer par le transistor dans le sens opposé. Alors, on a complété le tableau, on a fait le signe de puissance, les éléments passants et la nature de phase. Maintenant, on continue. On note UC, la valeur efficace de UC de T. UC, c'est la valeur efficace de UC de T. Il demande de montrer que ce UC est égal à E, racine de 1, moins 2 taux sur T. On sait que UC, c'est la racine de 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de UC de T au carré D de T. Là, je vais utiliser la forme. Normalement, de 0 à T, c'est de là jusque là. De 0 à taux, c'est nul, donc je vais intégrer entre taux et T sur 2 et T sur 2 plus taux et T. Et la valeur, c'est soit UC, soit moins UC. D'accord? Ah, pardon, puisqu'il s'agit de la valeur efficace, donc c'est toujours UC carré. Donc, pardon, c'est E. E carré. Parce que le UC carré, c'est dans cet intervalle, c'est UC au carré, c'est E carré. Et dans cet intervalle, c'est moins E carré, c'est E carré, toujours E carré. Donc, je vais intégrer. C'est la racine de 1 sur T, l'intégrale de taux à T sur 2, de E carré, D de T, plus l'intégrale de T sur 2 plus taux à T de E carré. Je peux faire sortir ce E carré de l'intégrale et de la racine. Donc, c'est E, la racine de 1 sur T. L'intégrale de taux jusqu'à T sur 2, ça fait T sur 2 moins taux. Et là, c'est plus T moins T sur 2 moins taux. T sur 2 avec T sur 2 vont se simplifier. Donc, on aura moins 2 taux plus 1. D'accord? Donc, c'est E, racine 1 sur T, moins 2 taux, plus 1. Plus T, pardon. Plus T. C'est E, racine de T sur T, c'est 1, moins 2 taux sur T. C'est bien la formule qu'ils ont demandé à démontrer. Donc, c'est simple. Alors, puis, pour visualiser la tension UC borne de la charge et l'intensité IC du courant fourni par le générateur de la force électromotrice E sur un oscilloscope à masse commune, normalement, pour visualiser la tension et le courant sur un oscilloscope, on utilise deux sondes différentielles. Ce sont les suivantes. Une sonde différentielle de tension et une sonde de courant. Représenter sur le document réponse numéro 2 le schéma du montage permettant de visualiser ces deux grandeurs et justifier la nécessité d'utiliser deux sondes différentielles. Normalement, dans un oscilloscope, si on veut, on peut visualiser deux tensions. D'accord? Et comment on fait? On a deux channels. Là, on met la partie positive et une channel pour une masse commune.
C'est... Le problème ici, c'est que si par exemple je veux visualiser la tension UC, je dois mettre... Si par exemple j'ai seulement besoin de la tension UC, je vais mettre cette borne vers la channel, et, et je suis obligée de faire, de lier ce point avec la masse de l'oscilloscope. Mais ceci va poser un problème parce que lorsque je lis ceci avec la masse, c'est comme si je considère c'est la masse. Tandis que notre masse est là. Alors c'est comme si j'ai court-circuité cette diode. Et si je court-circuite une diode ou bien un composant de le montage, ça ne va pas garder le même fonctionnement. Donc j'ai tout perturbé. Alors, on n'a pas le droit de visualiser la tension UC par un oscilloscope normal. C'est là où intervient le rôle des sondes différentielles parce qu'ils ont leur propre masse et pour visualiser la tension, on monte le son différentiel de tension en parallèle et pour visualiser le courant, on monte la sonde de courant en série. En fait, ces sondes de courant, c'est comme si on a un fil, d'accord? Et on a un pince et on met le pince sur le fil. Et le courant circule. Et lorsque le courant circule, ce pince récupère la valeur du courant. C'est le même rôle que cette sonde de courant. Et pour la sonde différentielle, elle a le même rôle normalement, elle a le même rôle d'un normal oscilloscope, seulement qu'elle a sa masse particulière. Alors, pour visualiser, ils ont demandé pourquoi on a intérêt à utiliser des sondes. J'ai répondu à la question. Et maintenant, on doit seulement faire le montage. Donc, j'ai dit pour visualiser une tension, on met en parallèle la sonde différentielle. Donc, c'est comme ça. C'est la sonde différentielle. Et on lit ça vers, par exemple, la channel 1 et ça vers la masse. Et pour visualiser, il reste à visualiser le courant. J'ai dit que c'est comme un pince. Donc, c'est sur le fil, comme ça. Et une bras vers par exemple, channel 2. Et l'autre vers la masse. Donc, c'est comme ça qu'on visualise la tension et le courant. Vous pouvez vous demander comment on visualise le courant dans un oscilloscope. Par exemple, on peut utiliser une résistance de valeur de 1 ohm et on visualise la tension à ses bornes. Normalement, la relation, c'est que la tension à bornes de la résistance, c'est R fois I. Et nous, on a besoin de I. Et puisque le R, c'est 1, donc la tension, la valeur que vous allez récupérer pour la tension à bord de la charge, c'est exactement la valeur du courant. Sinon, vous utilisez la sonde de courant. Alors, la question suivante, c'est la tension UC de T peut être décomposée en un fondamental U1 de T et des harmoniques. Le fondamental U1 de T est représenté sur l'annexe 3. Normalement, UC de T, il peut être décomposé en série de Fourier. Si on fait les séries de Fourier, on a fondamental, ça veut dire la fréquence principale, et des harmoniques. Le fondamental, ça sera quelque chose comme ça. Donc, sa valeur maximale est supérieure aux valeurs maximales de UC. C'est plus ou moins sinusoïdal, ainsi. Je fais des approximations seulement. Voilà. Ça, c'est U1 de T. C'est le fondamental de UC, d'accord? Plus les harmoniques, on a pu construire le UC de T. Alors, le fondamental
le fondamental U1 de T est une tension sinusoïdale. Voilà. De même fréquence F que UC de T, vous pouvez remarquer ceci. De même fréquence que UC de T, son amplitude maximale U1 de T, U1 max, est donnée par l'expression. Normalement, on a U1 max, c'est combien? C'est 4E sur pi cosinus pi tau sur T. Déjà, vous pouvez remarquer, le pi, c'est 3,14, etc. Donc, 4 sur pi, c'est supérieur à 1. Donc, déjà, la valeur maximale de U1 max est bien supérieure à E. D'accord? La question dit que si le rapport, si T sur tau est voisin de 8, que sera l'amplitude U1 max en fonction de E? Donc, on remplace tout simplement. On a T sur tau, c'est 8, donc U1 max sera 4 fois E sur pi cosinus pi. Le T sur tau, c'est 8, donc cosinus pi sur 8, qui va donner un U1 max qui fait 1,17 E. D'accord? Ensuite, à partir des courbes U1 de T et IC de T représentées sur l'annexe, c'est ce qu'on a ici. C'est U1 de T et IC de T représentés sur cette annexe. On peut prédire la nature de la charge qu'on a ici. Est-ce que c'est résistive, inductive ou capacitive? Précisez la nature de la charge et justifiez votre réponse. Normalement, pour préciser la nature d'une charge, on voit tout simplement le courant avec la tension. Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce que le courant est en retard par rapport à la tension? Ou bien l'inverse? Ou bien ils sont en phase? Alors, ici, on remarque par exemple, à ce niveau-là, U1 est déjà nul. Mais le courant n'est pas encore annulé. Ça veut dire que le courant, il est en retard par rapport à la tension. Et on sait que c'est cette caractéristique qui est propre à l'inductance. Donc, directement, on conclut que la nature de la charge est une charge inductive. Si par exemple on avait le courant qui s'est annulé avant la tension, c'est une charge capacitive. Sinon, dans le cas d'une charge résistive, on aura en même instant où le courant s'annule, la tension s'annule aussi. Donc ici, on a dit que le courant il est en retard par rapport à la tension. Donc, il s'agit d'une charge inductive. Si on fait varier la fréquence F des interrupteurs, normalement, les interrupteurs, ils ont une fréquence. Ici, on fait varier la fréquence F des interrupteurs tout en ajustant la valeur efficace U1 de manière à maintenir constant le rapport U sur F. Le moteur asynchrone monophasé est alimenté à flux constant. Normalement, on cherche toujours à avoir ce rapport U sur F constant. C'est pourquoi on alimente le moteur à un flux constant. La question est, quel est l'intérêt d'alimenter un moteur asynchrone à flux constant? La première des choses, on a dit que on l'alimente à flux constant pour garder ce rapport U sur F constant. Et le fait de garder U sur F constant, c'est pour ne pas modifier les performances de notre montage et pour ne pas avoir un rendement plus faible. Parce que le fait de varier ceci peut varier le rendement et c'est mieux de laisser le rendement constant. Alors, c'est tout simplement question d'analyse seulement. Finalement, proposer des solutions pour régler la valeur efficace de U1. Normalement, la valeur efficace de U1 c'est le fondamental du UC. Donc, si on parle de U1, on parle de UC. On a démontré que UC
il dépend de quoi? Il dépend de E et de T. Puisqu'on a dit qu'on cherche à ne pas modifier la fréquence, ça veut dire ne pas modifier aussi la période, il ne reste que le E. Alors, pour modifier UC ou bien U1, on peut jouer sur le E. Alors, quels sont les montages qu'on peut suggérer? C'est que, par exemple, utiliser un hacheur. Pourquoi? Parce que le hacheur, on le donne une tension continue et on récupère une tension continue mais réglable. Donc, selon ce qu'on désire, on peut faire, on peut exploiter le fonctionnement de ce hacheur. Ou bien on peut utiliser, ne pas utiliser une source continue, on peut utiliser une source alternative, d'accord, avec un redressement commandé. Pourquoi? Parce que le redressement, on le donne une tension alternative et il nous donne une tension continue. Et si on veut un fonctionnement selon des redresseurs, on peut utiliser les redressements commandés. Tout ça on a dit pour jouer sur la valeur du UC, parce que UC dépend de E. Donc, c'était l'exercice sur les onduleurs. Vous pouvez remarquer que rien n'est difficile. Il suffit d'avoir les bases, de se familiariser avec des exercices de ce type. Et tout ira bien, Inch'Allah. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.